Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire, des manches d'idées, de rire et d'échanges. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule Et si les objets avaient une âme? Et comme d'habitude, je vais contextualiser un petit peu notre thème d'aujourd'hui. Alors, dans notre société moderne marquée par la rapidité et la consommation excessive, les objets semblent avoir perdu une grande partie de leur valeur symbolique et émotionnelle. Autrefois, chaque objet possédait une histoire, un souvenir ou une signification particulière. On prenait soin de ces affaires, on les conservait précieusement et parfois même on les transmettait de génération en génération. Un simple stylo, une montre ou bien un livre pouvait représenter un moment important de la vie, un cadeau précieux ou le souvenir d'une personne chère. Aujourd'hui, la situation paraît bien différente. Dans un monde dominé par la production de masse et la facilité d'achat, les objets sont souvent considérés comme des biens temporaires. Lorsqu'un objet ne fonctionne plus ou lorsqu'un nouveau modèle apparaît, qu'est-ce qu'on fait? Il est immédiatement remplacé. Cette logique de consommation rapide nous pousse à utiliser les objets sans vraiment leur accorder d'importance, comme s'ils étaient facilement remplaçables et dépourvus de toute valeur affective. Pourtant, cette attitude soulève une question essentielle. Les objets ne sont-ils vraiment que des simples biens matériels ou peuvent-ils aussi être porteurs de mémoire, d'identité et d'émotion? Et en effet, certains objets ont le pouvoir de raviver des souvenirs, de nous rappeler une époque particulière de notre vie ou même de nous reconnecter à notre passé. Ainsi, dans un monde où l'on consomme et jette rapidement, il devient pertinent de s'interroger sur la place que nous accordons aux objets dans notre existence. Devons-nous les considérer uniquement comme des produits de consommation ou devons-nous redécouvrir la valeur émotionnelle et symbolique qu'ils peuvent représenter dans notre vie quotidienne? Et alors, est-ce que les objets possèdent une âme? Qu'en pensez-vous? Alors, je vous passe la parole. Je vous souhaite la bienvenue, celles qui viennent d'arriver. Voilà. Alors, la grande question pour vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous passe la parole, Ranjini. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, bonjour, merci, ça m'a fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Bonjour, Madame Smita, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. Ravie de vous revoir, Madame. Oui. Je suis très plaisir d'être ici aujourd'hui. Et si les objets avaient une âme, c'est le sujet aujourd'hui. Permettez-moi de commencer avec une petite observation. Si les objets vraiment une âme, je pense que certains seraient très fatigués de nous. Par exemple, mon téléphone portable. Il m'envoie toute la journée et il sait combien de fois je le regarde. Honnêtement, s'il pouvait parler, il dirait « repose-toi un peu, s'il te plaît ». Et si mon ordinateur avait une âme, je pense qu'il serait souvent inquiète, très inquiète en fait, parce qu'il voit combien de temps, combien de fois je tape mon mot de passe incorrect. Mais cette petite blague pose une question intéressante. Quelle relation avons-nous avec les objets aujourd'hui? En réalité, les objets font partie de notre vie quotidienne. Nous les utilisons tous les jours, souvent sans y penser. Mais certains objets deviennent un peu spéciaux. Par exemple, un vieux livre, une montre offerte par quelqu'un ou un instrument de musique. Ces objets ne sont pas seulement utiles, ils portent des souvenirs. Personnellement, il y a un objet que j'aime beaucoup, ma guitare. En fait, j'ai 3 guitares, 4 ukulélés, un piano. J'aime les tous.
Elle représente beaucoup de moments de créativité et de réflexion dans ma vie. Quand on regarde certains objets comme celui-ci, on se rappelle souvent au moment d'une personne ou une période de notre vie. Dans ce sens, on peut dire que les objets gardent une petite trace de notre histoire. Mais il y a aussi un autre aspect. Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'hyperconsommation. On achète beaucoup, très facilement. Et surtout, on remplace très vite aussi. Un téléphone devient vieux après 2 ans. Un appareil cassé est souvent jeté au lieu d'être réparé. Donc, les objets deviennent presque temporaires. Comme le dit le proverbe, qui jette aujourd'hui, rachète demain. Cela montre bien notre relation avec les objets. Nous les jetons immédiatement, mais nous devons ensuite les remplacer tout aussi rapidement. Peut-être que nous devrions retrouver une relation plus consciente avec les objets. Par exemple, achetez-moi, mais mieux, réparer quand c'est possible et reconnaître le travail humain derrière chaque objet. Parce que derrière chaque objet, il y a quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Par exemple, un designer, un artisan, un ouvrier, etc. Alors, les objets ont-ils vraiment une âme? Probablement pas, mais ils ont presque quelque chose d'intéressant. Ils reflètent notre manière de vivre. Finalement, notre relation avec les objets reflète aussi notre relation avec la mémoire et le temps. Et pour finir, je dirais simplement ceci. Les objets n'ont peut-être pas une âme, mais parfois, ils gardent un petit morceau de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ranjani. Alors, c'est vrai qu'il garde un petit morceau de nous, de notre histoire. Et ça, c'est cet attachement qui se développe au fur et à mesure. C'est vrai. Et de plus, vous avez dit que, voilà, on est dans cette société de surconsommation, de surproduction. Et comment est-ce qu'on va créer, établir ce lien, cette relation avec des objets? Et surtout, quand un objet est fabriqué, créé, produit, il y a le travail de quelqu'un qui est derrière ça. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et comment est-ce qu'on va valoriser ce travail? Et comme vous dites que bien sûr, il n'y a pas d'âme chez les objets, mais il y a cette relation qu'on crée, que ce pouvoir qu'on leur donne, on leur accorde, et que petit à petit, ça devient une partie importante de notre existence aussi. Vous parlez des instruments musicaux chez vous, et comment est-ce que vous êtes transporté au passé quand vous les voyez, ces instruments musicaux, et que ça parle de vous, de votre évolution, de votre progression, et que ça vous fait du bien. Très bien, merci beaucoup, Ranjini. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà, Smetaji, on vous écoute. Allez-y, je vous passe la Oui, parole. pour moi, dans mon enfance, c'est 2 choses que je suis très passionnée. C'est les livres et les cartes. Et maintenant, tous les jours, quand j'ai eu de temps, j'ai réfléchi et quand je vois les cartes que mes étudiants m'ont données surtout pour la journée des POF. Et aussi quand il y a une occasion et un événement dans ma famille, j'aime toujours donner les cartes. Pour moi, les cartes et les livres sont pleins de mémoire. Et maintenant aussi, je n'ai pas encore dans une école ou université parce que j'ai déjà donné ma démission. Mais quand je réfléchis, quand je regarde les cartes, je me souviens et je raconte avec les cartes parce que pour moi, c'est un lien très précieux. Et maintenant aussi, je n'ai pas tous les jours à nuit,
quand je me couche, je préfère lire les livres, surtout les livres quand j'écris quelque chose, parce que pour moi, c'est de belles moments et aussi de bons souvenirs. Oui, c'est tout pour moi. Mais merci pour votre attention. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Smetaji. En fait, vous avez raison. On est transporté dans une période de notre enfance et qu'on commence à s'en souvenir et on a cette déconnexion de notre vie actuelle, de notre vie présente. Et puis, ça nous fait du bien de vraiment revivre les moments de notre enfance, de cette tendresse, de cette insouciance, je dirais plutôt, de voir le monde d'une façon simple. Très bien. Les autres, si vous avez quelque chose à dire, à partager sur ce thème d'aujourd'hui, si les objets avaient une âme, est-ce qu'il y a des objets? Oui, Oui, allez-y. quant à moi, je ne pense pas qu'un objet a une âme, mais on attache notre sentiment pour des raisons différentes parfois. Il y a un petit exemple que je peux vous donner. Il y a un petit bébé singe qui s'appelle Punch et il a été abandonné par sa maman et le humain qui prend soin de lui a lui donné un petit plush toy, un petit jouet qui ressemble le singe et il l'a pris et il a attaché ses sentiments et il a pensé que c'est sa maman et ensuite il a pris ça où il venait, il a pris ce petit jouet avec lui. Donc, quand ça me rappelle de mon enfance propre, quand j'étais petit et j'ai acheté, par exemple, des petits jouets ou des choses qui me donnaient un sentiment d'appartenance ou d'appartenance dans mon groupe ou avec mes amis ou par exemple avec ma famille, avec mes peers. Non? Donc, nous, on achète des jouets pour être dans le même groupe, pour avoir un sentiment d'appartenance, ou soit on attache un sentiment ou une histoire à ce jouet qui nous fait rappeler que nous sommes à l'écoute et nos sentiments et, comment on dit, tient la valeur. Donc, c'est notre émotionnellement, nous sommes attachés à des jouets, à des objets parce que ça nous fait bien. C'est tout de mon côté. Très bien, merci beaucoup Sonam. En fait, vous avez raison, c'est-à-dire c'est notre pouvoir qu'on va consacrer, on va déverser vers cet objet-là et que cette énergie, cette émotion, ce sentiment va vraiment renforcer ce lien entre nous deux, cet objet et nous. Et puis petit à petit, on va vraiment développer cette amitié, cet amour et que ça va nous transporter toujours vers cette émotion. Donc cet objet-là va nous rappeler cette émotion et qu'on va s'en souvenir de temps en temps. Parfait, merci. Les autres, si vous avez quelque chose à dire sur ça, allez-y, on vous écoute. Alors, je suis en train de projeter une photo pour vous. Voilà. Alors, ici, vous voyez bien sûr, ce qu'on peut dire, c'est que les objets… Oui, Chamba, allez-y, on vous écoute. Vous allez activer votre micro. Oui, allez-y, Chamba. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour tout le monde. Dans notre enfance, il y avait beaucoup de petites choses simples qui rendaient la vie spéciale. Aujourd'hui, beaucoup de ces choses ont disparu ou sont devenues rares. Parmi elles, il y a les cartes postales. Avant l'arrivée des téléphones portables et d'Internet, les gens utilisaient les cartes postales pour partager leurs voyages, leurs pensées et leurs émotions. Je me souviens quand j'ai écrit une lettre à mon père.
Quand quelqu'un partait en voyage, il y achetait souvent une carte postale. C'est une belle image d'une ville. euh, euh, et, mais je crois aujourd'hui, il y a des messages instantanés, euh, et des photos et des vidéos en quelques secondes. C'est rapide et pratique, mais parfois, cela manque de chaleur et de personnalité. Il y a quelques cartes postales euh, qui est toujours dans mon cœur. C'est comme un trésor pour moi. C'est tout, monsieur. Absolument, c'est un trésor pour vous, pour nous, pour tout le monde. Alors, on se prolonge, comment dire, on se plonge au passé à travers ces lettres et qu'on est transporté, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est vrai, je ne sais pas ce que vous dites, que quand on écrivait à la main et qu'il y avait une odeur, une présence de cette personne, quand on lisait ces lettres, on voyait la personne devant nous et que c'était quelque chose d'incroyable à l'époque et qu'on garde ces cartes postales toujours et qu'on avait peur de rien et donc tout le monde lisait nos messages et que tout était transparent, tout était si simple et puis aussi on mettait les dessins avec les cartes postales et que c'était vraiment l'émotion pure et vous dites que, alors ce que vous dites, ça nous fait penser à cet aspect-là, que la technologie, est-ce que on est en train de perdre la valeur de tous ces objets-là? Parce qu'avec les messages instantanés qu'on reçoit, dans un seul coup, est-ce qu'il n'y a plus de valeur, l'approche humaine, la touche personnelle, est-ce que ça n'existe plus? Ouais, donc, ça nous fait penser à ça. Merci, Chamba. Très bien. Les autres, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à partager avec Merci, nous. monsieur. Oui, merci. Merci, Chamba. Voilà, je vois Mansi. Allez-y, Mansi, on vous écoute. Je vous passe la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très intéressant, les objets et leur importance dans notre vie. À mon avis, les objets ne sont pas seulement des choses matérielles. Parfois, ils ont une grande valeur sentimentale. Par exemple, une photo, un livre au cadeau, puis nous rappeler un moment spécial ou une personne importante dans notre vie. Les objets peuvent donc porter des souvenirs et des émotions. Personnellement, j'ai un livre qui est très important pour moi. C'est un cadeau que j'ai reçu d'un ami proche il y a quelques années. Euh, Ce n'est pas un objet très cher, mais il a une grande valeur pour moi. Cela me rend heureuse et me rappelle l'importance de l'amitié. Euh, Cependant, aujourd'hui, nous vivons dans une société de consommation. Par exemple, certaines personnes changent souvent de téléphone ou achètent beaucoup de vêtements qu'elles n'utilisent presque jamais. Aussi, il est important de développer une relation plus responsable et consciente avec les objets. Par exemple, nous pouvons repérer les choses au lieu de les jeter. Cela peut aider à protéger l'environnement et à réduire le gaspillage. En conclusion, je pense que les objets peuvent avoir une grande importance dans notre vie. Merci de votre équité.
Parfait, merci beaucoup, Bansi. C'est vrai ce que vous dites, en fait, quand un ami ou quelqu'un de très proche de nous offre un cadeau, nous fait un cadeau. Alors, c'est pas la valeur financière liée à ça, mais plutôt la valeur émotionnelle, la valeur sentimentale liée à ça. Et vous parlez que, bien sûr, votre ami, il se souvenait de ce que vous lui avez dit. Peut-être un jour, j'étais avec mon ami que je lui avais dit de peut-être de mon intérêt, de mon rêve, et il avait bien compris que mon ami il a besoin de telle ou telle chose, il me l'a offert. Et puis, soudainement, vous voyez, dès que je reçois ça comme cadeau, alors je me dis, oh là là, il est très attentionné, mon ami. Il n'a pas oublié, il savait ce dont j'avais besoin. Et donc, ça, je pense que ça compte énormément chez nous et que c'est pas la valeur, on a dit financière, c'est plutôt qu'il était vraiment au courant de mes besoins, de ce que je voulais. Alors, ça garde ces traces d'amitié pour la vie. Très bien, merci beaucoup, Mansi. Voilà, je passe la parole à vous. Fatima, Merci. allez-y, on vous écoute. Merci. Merci, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, monsieur a donné un sujet qui m'intéresse beaucoup. Oui, si les objets avaient une âme, ils seraient plus de simples choses matérielles. Chaque objet porterait une mémoire, des émotions et une histoire. Oui, je me suis rappelé quelque chose aujourd'hui. Ma mère m'a dit que jamais, 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 ne deviens pas attaché à quelque chose tout le temps. Cependant, je ne sais pas pourquoi, ma sœur, tout le temps, pendant mon enfance, ma famille ou mes amis m'ont donné beaucoup de cadeaux. Cela porte beaucoup de souvenirs, ma sœur. Ce sont les souvenirs qui y sont liés avec tous les objets. Donc, pour dire que les objets ont une âme peut être compris comme une métaphore. Les objets semblent avoir une âme parce que nous projetons nos souvenirs et nos sentiments sur eux. Par exemple, une photo, un livre ou un vêtement, ou une montre, etc., etc. Nous rappeler des moments importants de notre vie. L'âme de l'objet serait donc en réalité la trace de notre propre histoire. Aujourd'hui, monsieur, si vous voyez, vous prenez les enfants, même vous pouvez donner toutes les choses, ce qui est très important pour notre vie. Mais il n'y a pas de valeur pour les enfants parce que à cause de la surconsommation aujourd'hui, moi je pense comme ça. En conclusion, imaginez que les objets possèdent une âme, nous invite à regarder le monde différemment. Cette idée nous rappelle que les choses qui nous entourent ne sont pas seulement matérielles, elles sont souvent chargées de souvenirs, des émotions et des sens. Merci beaucoup, monsieur, et tout le monde pour votre attention. Bonjour. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Fatima. Alors, c'est vrai, c'est-à-dire les objets qui nous entourent sont chargés d'émotions, de sentiments, d'énergie. Et dès qu'on les voit, on est véhiculé, on est transporté dans une autre période. Et après, c'est difficile de s'en sortir, non? Dès qu'on commence à ranger son armoire et qu'on ouvre sa petite coffre avec des objets, qu'on tombe sur, je ne sais pas, une vieille photo, un stylo, et qu'on passe des heures et des heures en pensant à ça et toutes les images liées à ça aussi. Très bien. Merci beaucoup, Fatima. Et c'est vrai ce que vous dites qu'avec les enfants d'aujourd'hui qui sont environnés de la surconsommation, comment est-ce qu'on va essayer de créer quelque chose de permanent pour eux dans ce monde si éphémère, si passager? Oui, Très bien. madame. Oui, Merci. oui, monsieur, oui. Parfait. Merci beaucoup, Fatima. Je passe la parole à vous, Ranjini. Allez-y, on vous écoute. Monsieur, j'ai une petite question pour vous. Quel objet
Quel objet dans votre maison connaît le plus de secrets sur vous? Un objet chez vous que vous ne jetterez jamais. Oh là là, mais c'est intéressant comme question, mais en fait, vous voyez, ça m'arrive, c'est pour ça, vous voyez, les thèmes que je propose, ça vient du cœur, et c'est vrai que dès que je pense aux objets du passé, ça peut être les vêtements, des fois on garde des vêtements de notre enfance avec nous, et que de plus, surtout, il y a un petit livre quand j'avais quoi, 4 ans, 5 ans, donc je garde les cahiers avec moi pour revivre cet aspect-là de mon enfance. Et donc, ce sont les petits objets que je garde avec moi et c'est important pour retracer notre existence, notre histoire et de se dire et de nous dire et de me dire que c'est ça qu'on a vécu et que la vie est belle et qu'on va continuer à avancer. Et c'est pour ça, c'est nécessaire de ne pas perdre son histoire non plus, parce que c'est notre ancrage, je crois, comme ça. Et donc, vous me posez la question, quels sont les objets? Je pense qu'il y en a certains et auxquels je suis attaché. Voilà, merci. Merci, monsieur. Merci. Parfait. Les autres, si vous avez quelque chose à partager, à dire, n'hésitez pas à partager vos souvenirs aussi. Alors, j'étais en train de vous montrer une petite image de ce jeune homme. Voilà. Et donc, vous voyez ici. Voilà. Et donc, pour vous parler de cette petite histoire, alors, un dimanche matin, en rangeant le débarras de la maison, je suis tombé sur une vieille boîte couverte de poussière. Par curiosité, je l'ai ouverte. À l'intérieur, parmi quelques cahiers jaunis et des objets oubliés, se trouvait un vieux stylo. Au début, il ne semblait être qu'un simple objet, mais en le prenant dans mes mains, quelque chose d'étrange s'est produit. Une vague de souvenirs a soudainement traversé mon esprit. C'était le stylo que mon professeur m'avait offert lorsque j'avais remporté un concours de rédaction à l'école. Je l'avais complètement oublié avec le temps, pourtant en le regardant de près, chaque détail me ramenait des années en arrière. Je me suis souvenu du jour où mon professeur m'avait appelé devant toute la classe pour me remettre ce stylo en me disant que l'écriture pouvait ouvrir les portes de l'avenir. Pendant longtemps, ce stylo était devenu mon symbole de réussite. Je l'utilisais pour écrire mes examens, mes devoirs et même mes premières revues sur papier. Chaque mot écrit avec lui me donnait confiance comme s'il portait une petite part de l'encouragement de mon professeur. En le tenant à nouveau après tant d'années, j'ai eu l'impression de voyager dans le temps. Les couloirs de mon école, les rires de mes camarades et l'odeur des cahiers neufs sont revenus à ma mémoire avec une étonnante clarté. Un sourire mêlé d'une douce émotion est apparu sur mon visage. Ce simple stylo n'était plus seulement un objet oublié, il était un fragment vivant de mon passé, capable de réveiller des souvenirs et de me rappeler la personne que j'étais autrefois. Je suis sûr que vous aussi, vous avez des objets avec vous. Est-ce qu'il y a des objets dont vous gardez les impressions impressionnantes chez vous? Allez-y si vous avez quelque chose à dire sur ça. Voilà, Shivani, allez-y, on vous écoute. Je passe la parole à vous. Bonjour tout le monde. Pour moi aussi, je pense que comme vous avez parlé d'un stylo, je pense que pour moi, ce sont les lettres et ou des petites notes qui sont écrites par ma fille. Donc, l'autre jour, je regardais toutes les lettres parce que chaque anniversaire, il faisait une carte pour m'offrir. Et chaque fois que j'étais énervée de quelque chose comme ça, elle écrivait des petites notes aussi. Donc, l'autre jour, j'ai regardé toutes les notes, toutes les cartes. Là, aujourd'hui, elle a 15 ans, donc elle n'écrit plus. Elle n'écrit plus. Mais quand elle était petite, elle écrivait plusieurs notes et les lettres, tout ça. Donc, c'est vraiment comme un trésor pour moi. Et je montrais ces cartes et ces petites notes, les dessins et tout ça. Donc, je montrais tout ça à ma fille l'autre jour. Et bien sûr, elle avait aussi les sentiments, mais elle ne se rappelait même pas
elle me demandait des questions. Ah, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai écrit ça. Parce qu'aujourd'hui, elle a 15 ans, elle a écrit tout ça quand elle avait quoi, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, c'est vraiment un trésor quand nous, on ne regardons pas toutes ces choses tous les jours, chaque jour, mais comment dire, d'un coup, un jour, quand on ouvre notre armoire et regarde toutes les choses vieilles, on trouve tout ça, les trésors de l'époque. Et oui, un jour, le même jour, on est transporté à, disons, comment dire, in the past, En arrière. en arrière, oui. Donc, ça m'a vraiment fait penser de ce jour-là. Absolument, très bien. Voilà, quel joli trésor chez vous. Et c'est vrai, votre fille, vous dites qu'elle a 15 ans aujourd'hui. Quand elle avait 5 ans, elle vous écrivait de petits mots, des petites lettres. Oui. Oui, pardon. Oui, c'était incroyable pour vous et que vous les gardez toujours comme souvenir, comme trésor. Et qu'elle aussi, elle les voit, mais elle est étonnée. Maman, c'était moi qui vous écrivais tout ça. Mais c'est vrai que les émotions étaient pures, c'était quelque chose de merveilleux et que vous dites que vous êtes plongé au passé dès que vous les lisez, que vous les regardez. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Shivani, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Oui, je vois, Somdaji, allez-y, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Comme Shivani a dit, pour moi aussi, ce sont des lettres qui retiennent un bon mémoire, trop de mémoire en fait. C'est toujours, je crois, c'est l'orthographe, ce qui valorise la mémoire, cette mémoire. Parce que ces lettres, elles partagent une émotion ou peut-être un moment émotionnel qu'on ne peut pas décrire, je crois, avec des mots. Encore, je sens qu'il y a une grande différence entre une lettre et aussi un message électronique. Car le message électronique, c'est vraiment numérique peut-être, c'est vraiment objectif. Il n'y a pas d'âme pour ce message, je crois. Mais avec la lettre, c'est vraiment différent. Il y a toujours un toucher personnel là-bas. Et je crois que ça parle avec les 5 sens, c'est-à-dire le vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, etc. Donc, ça se priorise, n'est-ce pas? Donc, pour moi, ça, c'est vraiment des moments, des mémoires, c'est vraiment précieux. C'est tout. Merci. Très bien, merci beaucoup, Somdaji. C'est vrai, en fait, les lettres qu'on garde avec nous, c'est vraiment notre histoire, notre passé. Et chaque mot nous montre une réalité qu'on avait vécue, on avait compris avec les autres personnes et que c'était quelque chose de touchant pour nous et que même aujourd'hui, on se dit c'était la période à l'époque et qu'on a traversé cette période, si c'était joyeux, c'était compliqué, c'était difficile, c'était positif, mais quand même, c'était la période qu'on avait passée avec les autres et qu'aujourd'hui, avec les messages instantanés, bien sûr, il n'y a plus de touche personnelle, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, je vais partager une autre photo que je vous ai choisie. Alors, vous avez bien parlé des lettres oubliées qui ont le pouvoir de nous ramener à une époque douce et nostalgique. Alors, mais pourquoi ça? Alors, pourquoi les objets avaient-ils une grande valeur autrefois? Et on peut imaginer que c'était avec la rareté des objets. Autrefois, les objets étaient moins nombreux et plus difficiles à obtenir. Les produits n'étaient pas fabriqués en grande quantité comme aujourd'hui. On a parlé de la surconsommation. Et les familles achetaient moins d'objets, mais les gardaient longtemps. Un objet pouvait rester dans une famille pendant plusieurs années, voire plusieurs générations. Par exemple, un stylo, une montre ou un vase étaient utilisés pendant des années et réparés si nécessaire.
De plus, la valeur sentimentale des objets. Les objets étaient souvent associés à des souvenirs personnels. Beaucoup d'objets étaient offerts lors d'un événement important et ils rappelaient une personne, une époque ou un moment spécial de la vie. En regardant ces objets, les gens revivaient des souvenirs précieux. Par exemple, un stylo offert par un professeur, un vase offert lors d'un mariage ou bien une montre héritée d'un grand-père. Aussi, la durabilité et la qualité des objets. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce qu'aujourd'hui, quand on vit dans un monde où on dit, quand on va dire que use and throw, c'est vraiment le terme qu'on emploie. Alors, on voit qu'il y avait cette durabilité chez les objets et aussi la qualité. Et donc, les objets étaient fabriqués pour durer longtemps. Les matériaux étaient souvent plus solides et plus durables. Les gens avaient l'habitude de réparer les objets au lieu de les jeter. Les artisans prenaient le temps de créer des objets de qualité. Par exemple, les meubles en bois, les stylos plumes ou les horloges étaient utilisés pendant des décennies. De plus, il y avait le lien avec l'histoire familiale. Les objets représentaient une partie de l'histoire familiale. Ils étaient transmis des parents aux enfants. Chaque objet portait une mémoire collective de la famille. Il permettait de se souvenir du passé et des générations précédentes, par exemple des albums photos, des lettres anciennes, des objets de la maison familiale. De plus, on voit la dimension émotionnelle des objets simples. La valeur des objets ne dépendait pas seulement de leur prix. Les gens appréciaient même les objets simples du quotidien. Un objet ordinaire pouvait devenir extraordinaire grâce aux souvenirs qu'il portait. Et l'émotion était souvent plus importante que la valeur matérielle. Le rôle des lettres, ce dont on a parlé, le rôle des lettres et des souvenirs écrits. Les lettres avaient une importance particulière dans la vie des gens. Avec l'ère numérique, la communication passait principalement par les lettres. Les gens conservaient les lettres pendant des années en les relisant. Voilà, en les relisant, ils avaient l'impression de revivre un moment du passé. Et puis, le respect et le soin apportés aux objets, ça, je pense que ça, c'est aussi important. Les gens avaient une relation plus respectueuse avec leurs possessions. On apprenait à prendre soin de ses affaires dès l'enfance. Les objets étaient rangés, nettoyés et protégés. Posséder un objet signifie aussi en être responsable. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, là, je voyais d'autres personnes qui sont là. Voilà. Je vous ai préparé une petite vidéo que je vais projeter ici pour vous parler. Les objets ont-ils une mémoire et si les objets qu'on touche gardaient une trace de nous? Hein? Regardez bien cette vidéo. Je vais mettre les sous-titres. Il y a, dans chaque maison, un objet discret qui ne dit rien, mais qui regarde. Une vieille cuillère, un carnet oublié, une bougie déjà consumée à moitié. On les effleure, on les prend, on les repose, on les oublie, et pourtant, ils restent là, silencieux. Ces objets du quotidien, ces choses banales qu'on utilise sans penser. Ils sont, en quelque sorte, le mobilier de nos vies. Souvent, on les perçoit comme inertes, sans vie, simplement comme des outils ou des décorations. Et si l'univers matériel qui nous entoure était en fait un grand réservoir de mémoire? Et si notre contact, notre énergie, notre histoire s'incrustaient dans les choses, comme une mélodie qui résonne bien après le dernier accord? Toutes des choses qui nous entourent, pourraient-elles garder quelque chose de nous? Une empreinte, une trace, un écho de notre passage? Mais s'ils étaient plus que ça? Et si ces objets du quotidien étaient que des observateurs silencieux? S'ils portaient en eux des traces de notre présence, des traces des événements dont ils ont été témoins? C'est là la question intrigante. Les objets ont-ils une mémoire? Peuvent-ils retenir quelque chose des gens qui les ont utilisés? Quelque chose des émotions qui ont imprégné les pièces où ils se trouvaient? La vidéo d'aujourd'hui n'est pas une simple exploration sur les objets. C'est une quête, une tentative de comprendre pourquoi certaines choses nous bouleversent, pourquoi nous gardons un collier cassé, un vieux carnet aux pages tremblantes, un vêtement trop usé pour être porté.
Pourquoi ces choses-là deviennent presque vivantes? Bienvenue dans un monde où la matière a une mémoire, où chaque chose raconte une histoire, parfois plus fidèle que la nôtre. C'est une pensée qui résonne avec des intuitions anciennes et avec certains courants de la recherche moderne. Let's get started. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Pensez à une vieille maison, ses murs, ses planchers, son atmosphère même. On dit souvent qu'elle a du caractère, ou qu'on y ressent quelque chose de particulier. Est-ce simplement notre imagination? Ou est-ce qu'on perçoit autre chose? Quelque chose d'accumulé, un résidu de vie passée, des rires, des larmes, des disputes, des célébrations. Ces expériences se déroulent en présence d'objets matériels. La poutre en bois au-dessus, le foyer en pierre, la vitre qui a vu passer des générations. Ces matériaux pourraient-ils absorber ces énergies, ces histoires? C'est peut-être s'éloigner de la physique conventionnelle. Pourtant, ce sentiment persiste chez plusieurs, l'impression que les objets ne sont pas entièrement passifs. Nous avons tous certains objets. Des objets qui ont une signification particulière. Un vieil ourson en peluche de notre enfance. L'alliance de notre grand-mère. La vieille montre de notre père, dont le tic-tac est comme un faible battement de cœur venu du passé. Ce ne sont pas que de simples choses, ce sont des ancres émotionnelles. Ils nous relient à des personnes, à des lieux, à des moments précis de nos vies. Ils semblent porter une charge, une essence de ceux auxquels ils étaient associés. Quand on touche un tel objet, on ressent souvent une vague d'émotions, une vague de souvenirs. C'est comme si l'objet lui-même était un conduit, une ligne directe vers notre histoire personnelle. Ce phénomène est profondément humain. Il transcende les cultures et le temps. Le foulard précieux, qui garde encore le léger parfum d'un être cher. Le livre écorné, lu et relu. Ces pages adoucies par d'innombrables contacts. Ces objets deviennent des extensions de nous-mêmes, ou des extensions de ceux que nous avons aimés et peut-être perdus. Ils apportent du réconfort, un sentiment de continuité. Dans un monde en constante évolution, ils offrent un point de stabilité, une part tangible de notre identité. Le lien est souvent viscéral. Il contourne la pensée purement rationnelle. Il parle directement au cœur, au siège de nos sentiments les plus profonds. Ne sont pas vus comme de simples matières inertes. Ils sont considérés comme sacrés, comme vivants, comme possédant un pouvoir ou un esprit inhérent. Pensez aux traditions autochtones, une pierre particulière, un masque sculpté, un tambour cérémoniel. Ce ne sont pas que des symboles, ils sont souvent considérés comme des entités vivantes, ou comme des réceptacles d'énergie spirituelle. On les traite avec révérence, avec respect, parfois avec crainte. Cette croyance façonne profondément la relation entre les gens et leur monde matériel. Elle suggère une vision du monde où le spirituel n'est pas séparé du physique, mais intimement entrelacé avec lui. Ces objets sacrés jouent souvent un rôle central dans les rituels. Dans les cérémonies, ils peuvent être utilisés pour la guérison, pour la divination, pour se connecter avec les ancêtres ou les divinités. La croyance est que l'objet lui-même a une agentivité, ou qu'il peut canaliser une agentivité. Le savoir-faire minutieux investi dans la création d'un tel objet. Les matériaux spécifiques choisis. Les rituels accomplis durant sa création. Tout cela est censé imprégner l'objet de son pouvoir spécial, de sa mémoire unique. Il devient un point focal pour la croyance collective. Une manifestation tangible du sacré. Un gardien de l'identité culturelle.
La résonance morphique, les champs de Sheldrake et l'empreinte de l'expérience. L'idée que les objets pourraient conserver une forme de mémoire trouve un écho intrigant, bien que controversé, dans certaines théories scientifiques. L'hypothèse de la résonance morphique de Rupert Sheldrake en est un exemple. Sheldrake propose que les systèmes naturels, des cristaux aux organismes jusqu'aux sociétés, sont façonnés par des champs morphiques. Ces champs, suggère-t-il, contiendraient une sorte de mémoire cumulative. Ils se construisent par la répétition de formes et de schémas d'activité. Ainsi, une fois qu'une structure cristalline particulière se forme, il devient plus facile pour des cristaux similaires de se former ailleurs, car le champ morphique de cette structure a été établi. Ce concept peut être étendu de manière spéculative aux objets et à leur interaction avec l'expérience humaine. Si les schémas d'activité créent et renforcent les champs morphiques, l'utilisation répétée d'un objet ou sa présence lors d'événements émotionnels significatifs pourrait-elle créer une sorte de champ local autour de lui? Ce champ pourrait-il conserver une mémoire de ces événements ou des pensées et émotions des personnes qui ont interagi avec lui? Cela ne veut pas dire que l'objet lui-même pense ou ressent au sens humain. Plutôt, il pourrait devenir un résonateur porteur d'un schéma informationnel. Un schéma que d'autres, peut-être des individus sensibles, pourraient percevoir. La mémoire de l'eau, les cristaux d'Emoto et la sensibilité matérielle. Une autre piste de recherche non conventionnelle qui touche à la mémoire matérielle est le travail de Masaru Emoto. Ses expériences avec les cristaux d'eau ont suscité beaucoup d'attention populaire. Emoto affirmait que l'eau exposée à différents mots, émotions, musique ou même à des intentions écrites formait des cristaux de glace structurés différemment. L'eau exposée à des mots positifs comme amour ou merci aurait formé de beaux cristaux harmonieux. L'eau exposée à des mots négatifs ou à une musique chaotique aurait formé des cristaux difformes et d'apparence désagréable. Cela suggérait que l'eau elle-même pourrait être sensible à la conscience humaine et s'en souvenir. Le travail d'Emoto, tout comme celui de Sheldrake, a fait l'objet de critiques importantes de la part de la communauté scientifique. Concernant la méthodologie, concernant la reproductibilité. Pourtant, son attrait est indéniable. Il puise dans une intuition profonde, que la matière pourrait ne pas être entièrement passive, qu'elle pourrait réagir à des influences subtiles. Si l'eau, la substance la plus fondamentale pour la vie, pouvait retenir de telles empreintes, qu'en est-il des autres matériaux? Les objets qui nous entourent, composés de diverses substances, pourraient-ils aussi posséder une sensibilité similaire? Pourraient-ils enregistrer les énergies émotionnelles ou intentionnelles de leur environnement? C'est là l'implication provocatrice. Encre et essence, journaux intimes et lettres comme portail vers nos mois passés. Il y a des objets qui conservent la mémoire d'une manière plus directe, indéniable. Les journaux intimes, les carnets personnels, les lettres. Ceux-ci sont explicitement créés pour consigner pensées, sentiments et expériences. Ce sont des archives tangibles de l'histoire personnelle. Quand on tient une vieille lettre d'un être cher, on tient plus que du papier et de l'encre. On tient une parcelle de son esprit, un moment de son existence. L'écriture elle-même est une trace personnelle, unique comme une empreinte digitale. Les mots transmettent des émotions, des idées, des nouvelles d'un moment précis dans le temps. Les lire peut nous transporter, comme si on ouvrait un portail vers le passé. Un journal intime est peut-être la forme la plus intime de mémoire d'objet. Entre ces pages, un individu confie ses secrets les plus profonds, ses espoirs, ses craintes, ses observations quotidiennes. C'est une conversation avec soi-même, préservée au fil du temps. Quand quelqu'un relit ses propres vieux journaux, ça peut être une expérience profonde, une re-rencontre avec un soi plus jeune, souvent un soi qui semble presque être une autre personne, pourtant relié par le fil continu de la mémoire, et par l'objet physique du journal lui-même, la sensation du papier, l'écriture familière. Ces détails sensoriels rehaussent l'expérience du souvenir. Voilà, je pense que c'est clair pour vous. Je vais partager ce lien de cette vidéo avec vous. Alors, on a vu que même avec l'eau, il y a la cristallisation qu'on observe à travers le message qu'on va donner
à cet eau, c'est-à-dire quand on va lui parler avec douceur, avec gentillesse, il y aura la cristallisation qui se fera d'une façon spécifique par rapport à celle qu'on va trouver quand on va lui parler d'une façon, je dirais, négative peut-être. Donc, il y a des études qui ont été menées à travers ces expériences pour dire que peut-être les objets possèdent des âmes, bien sûr, on ne parle pas des âmes comme vous et moi, mais plutôt on parle qu'il y a des changements qui se produisent quand on va les traiter d'une façon spécifique. Voilà, et donc on a vu que est-ce que ça peut même exister pour d'autres objets? Et bien sûr, on a parlé des lettres et les vieilles lettres. Et c'est aussi une rencontre pour soi-même et notre évolution et qu'on est devenu quelqu'un de différent aujourd'hui par rapport à ce qu'on était il y a 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. Et puis aussi, il y a une philosophie qu'on appelle animisme. Voilà. Et donc, j'aimerais bien vous en parler. Je vous partage une petite photo. Voilà. Alors, ici, vous voyez, avec les enfants, on voit beaucoup que les enfants, quand on parle de ce phénomène de l'animisme, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici vous voyez. Alors, est-ce que les objets possèdent-ils une forme de vie? Voilà, et donc pour en parler, le principe fondamental de l'animisme, l'animisme est une vision du monde selon laquelle tout élément de la nature possède une âme, une énergie ou un esprit. Et cela existe même dans la culture indienne. On a vu que même dans la religion ou aussi par des exemples dans la philosophie de jainisme ou hindouisme, on a parlé du jiva, et donc c'est l'âme vivante qui existe dans tout objet. Alors, mais quand je parle de l'animisme, alors dans cette conception de l'animisme, l'univers n'est pas composé d'objets totalement inertes. C'est-à-dire, chaque élément peut être porteur d'une force vitale ou spirituelle. Les humains, les animaux, les plantes, mais aussi certains objets peuvent être considérés comme ayant une présence invisible. Ainsi, la frontière entre le vivant et le non-vivant devient plus nuancée. Alors, pour parler des objets comme porteurs d'énergie et de mémoire, selon cette vision, les objets peuvent conserver une énergie liée aux personnes qui les ont utilisés. Un objet peut garder la trace des émotions et des expériences vécues autour de lui. Il devient ainsi un témoin silencieux du passé. C'est pourquoi certains objets semblent parfois réveiller des souvenirs très puissants. Par exemple, on a parlé des lettres, un stylo offert par quelqu'un de très proche. Ces objets semblent parfois faire revivre des moments oubliés. Il y a aussi la relation entre l'être humain et les objets. Dans l'animisme, la relation entre l'homme et les objets est une relation de respect et de proximité. Les objets ne sont pas seulement utilisés puis jetés, ils deviennent des compagnons silencieux de notre quotidien. Ils participent voilà, à notre environnement et à notre histoire personnelle. Cette vision encourage une attitude de soin et de respect envers les choses. Et puis, on va aussi parler de la relation entre les enfants et cette philosophie de l'animisme naturel. Un phénomène très intéressant apparaît dès l'enfance. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants parlent souvent à leurs jouets comme s'ils étaient vivants. On a bien vu avec nos enfants et comme quand on était petit, on parlait à ces jouets-là. Et donc, ils donnent une personnalité à leurs poupées, leurs voitures ou leurs peluches. Ils imaginent que ces objets pensent, ressentent ou vivent des aventures. C'est-à-dire un enfant qui parle à sa poupée, un enfant qui fait dialoguer ses petites voitures, un enfant qui imagine que son avion jouet vole vraiment dans le ciel. Et ce comportement montre que les enfants ont souvent une perception spontanément animiste du monde où les objets deviennent des partenaires et jeux de jeu et d'imagination. Voilà. Et donc après, les objets comme pont entre passé et le présent. Dans notre vie adulte aussi, certains objets semblent avoir une présence particulière. Ils réveillent des souvenirs enfouis. Ils nous reconnectent à des moments importants de notre vie. Ils deviennent des ponts entre le passé et le présent. Par exemple, retrouver une vieille photo peut nous donner l'impression de voyager dans le temps du passé. Et puis, si on parle de la situation actuelle, de la surconsommation, comment est-ce que la philosophie de l'animisme s'opère dans le monde moderne? Les objets sont souvent consommés et remplacés très rapidement, on en a parlé. On les utilise puis on les jette facilement, leur valeur émotionnelle diminue souvent. Et l'animisme nous invite à
au contraire à redécouvrir la valeur symbolique des objets, reconnaître leur rôle dans notre mémoire et notre identité, et puis aussi de développer une relation plus respectueuse avec les choses qui nous entourent. Alors, l'animisme ne signifie pas nécessairement que les objets sont vivants au sens biologique, c'est pas le but. En fait, cependant, il propose une manière différente de regarder le monde. Les objets peuvent porter une énergie, une mémoire et une présence symbolique, que ce soit dans l'imagination des enfants ou dans les souvenirs des adultes. Ils deviennent parfois bien plus que des simples objets matériels. Ils deviennent des fragments vivants de notre histoire personnelle. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais partager un petit document que je vous ai préparé. Si vous avez quelque chose à dire, ah oui, je vois Bhavishi, allez-y, Bhavishi, on vous écoute. Oui, bonjour. Parfois, je me demande si l'objet peut avoir une âme. À mon avis, certains objets gardent des souvenirs et des émotions très profondes. Dans ma maison, il y a un objet très spécial pour moi. C'est le cadre de la photo de ma grand-mère. Ma grand-mère n'est plus avec nous, mais je me sens toujours très proche d'elle. Quand j'étais petite, elle préparait des plats délicieux pour moi. Elle me faisait manger d'abord et ensuite elle mangeait. Elle était très gentille et pleine d'amour. Aujourd'hui encore, je partage mes sentiments avec sa photo. Quand je suis triste ou heureuse, je lui parle avant de manger. Je lui offre toujours un peu de nourriture par respect. Quand je sors de la maison, je lui dis aussi, je reviens bientôt. Et autre objet très important pour moi, c'est mon ancienne maison. J'ai été très attachée, j'ai été trop notre première maison après notre mariage. Mon mari et moi l'avons décorée ensemble et nous avons passé beaucoup de temps à amener chaque coin de la maison. Quand nous avons décidé de déménager, c'était très difficile pour moi. Il m'a fallu presque 2 ans pour accepter de quitter cette maison. Le jour où je suis partie, j'ai beaucoup pleuré parce que c'était garder tellement de souvenirs. Pour moi, certains objets au lieu ne sont pas seulement des choses matérielles, ils portent nos souvenirs, nos émotions et parfois même une partie de notre âme. Merci. Très bien, merci Bhavishi. C'est très touchant ce que vous dites. En fait, c'est vrai que ces objets-là ont une âme, bien sûr. On est plongé au passé et que vous dites qu'avec votre grand-mère, vous avez un attachement immense et profond. Alors, on peut le sentir quand vous nous parlez. Alors, le cadre de photos dont vous parlez, que vous parlez toujours à votre grand-mère quand vous sortez, le moment où vous sortez, vous lui dites que je reviens bientôt. Alors, on comprend qu'à travers ces échanges, ça nous donne cette énergie et qu'ils sont là, ces gens-là, cette énergie, c'est toujours là avec nous et que ça nous protège et ça nous aide à vraiment avancer dans notre vie. Merci d'avoir partagé avec nous cette expérience personnelle. Et comme on est presque vers la fin de notre séance d'aujourd'hui, je vous ai préparé un petit document que j'aimerais bien partager avec vous pour vous parler un petit peu de ces termes qui sont importants et liés aux objets du passé. Voilà, vous voyez bien cette image-là. Alors, la nostalgie, alors c'est un sentiment mêlé de douceur et de mélancolie qui apparaît lorsqu'on évoque des souvenirs du passé, souvent associés à des objets ou à des lieux familiers. La mémoire affective, c'est la capacité de la mémoire humaine à conserver des souvenirs chargés d'émotions, souvent ravivés par la présence d'un objet significatif. On voit aussi d'autres termes, voilà. Ici, vous voyez la valeur symbolique, c'est-à-dire la signification particulière qu'un objet peut acquérir au-delà de sa fonction matérielle en représentant une idée, un souvenir ou un moment de vie. Le patrimoine personnel, ensemble des objets, souvenirs et traces matérielles qui constituent l'histoire individuelle d'une personne. La transmission intergénérationnelle, bien sûr, processus par lequel des objets, des traditions ou des valeurs sont transmis d'une génération à l'autre, créant ainsi un lien entre le passé et le présent.
bien sûr, c'est le pont. Ensuite, nous avons l'attachement émotionnel, lien affectif profond qu'une personne peut développer envers un objet en raison des souvenirs ou des expériences qui sont associées. Ensuite, nous avons la mémoire collective, c'est l'ensemble des souvenirs partagés par un groupe, une famille ou bien une société, souvent matérialisée par des objets ou des archives. La matérialité du souvenir, l'idée selon laquelle certains souvenirs prennent une forme tangible à travers des objets qui deviennent les témoins d'un moment vécu. La valeur sentimentale, l'importance émotionnelle attribuée à un objet indépendamment de sa valeur financière ou utilitaire. La trace du passé, marque ou témoignage laissé par une époque révolue, souvent conservée dans des objets anciens, des lettres ou des photographies. La dimension mémorielle, aspect d'un objet ou d'un lieu qui contribue à préserver et à évoquer le souvenir d'un événement ou d'une période passée. La culture matérielle, ensemble des objets produits et utilisés par une société qui reflète ses valeurs, ses habitudes et son mode de vie. La pérennité, capacité d'un objet ou d'une tradition à traverser le temps tout en conservant sa signification ou son utilité. La patrimonialisation, processus par lequel un objet ordinaire acquiert progressivement une valeur historique ou culturelle importante. Et tout à la fin, c'est la résonance émotionnelle, effet par lequel un objet, un lieu ou un souvenir provoque une réaction émotionnelle profonde chez une personne. Je pense qu'on a tous eu cet aspect de la résonance émotionnelle aujourd'hui. Voilà. Merci de votre présence. On est vers la fin de notre séance d'aujourd'hui et à travers ces mémoires, ces souvenirs du passé, on va se plancher au passé pour retrouver notre force, notre énergie et ce lien immense qu'on a pu créer à travers tous ces échanges-là. Merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et Merci bonne beaucoup, journée. merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.